Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel événement proposé par l'assurance maladie risque professionnel. Alors en nombre aujourd'hui, puisque vous êtes déjà plus de 800 là en live en ce moment, pour un sujet important aujourd'hui, puisque nous allons aborder, donc, comme vous le savez, la reconnaissance en maladie professionnelle des affections psychiques. Donc l'objectif du jour, c'est de vous présenter le process de gestion médico-administratif qui relève du champ de l'assurance maladie risque professionnel. Donc je vais vous présenter l'équipe du jour. Je suis Vincent Bruni, donc chargé de communication pour la CNAM. Je serai votre fil rouge tout au long de ce webinaire. Et je serai entouré de nos deux experts du sujet que je tiens à vous présenter. Donc, le docteur Luc Goupil, qui intervient sur l'ensemble de nos webinaires, médecin conseil à la CNAM. Bonjour Luc. Bonjour Vincent, bonjour à toutes et à tous. Et qui sera accompagné de Valérie Louvet, qui est référente expert métier pour la CNAM également. Bonjour Valérie. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Donc Valérie interviendra plus particulièrement sur la méthodologie d'enquête qu'elle vous présentera. Alors que je vous partage quelques petites informations pratiques en premier lieu pour utiliser toutes les fonctionnalités du chat. Donc les questions. Pour poser vos questions, pensez à bien les poser dans l'onglet dédié en bas à droite de votre écran, donc l'onglet questions. Donc vous pouvez poser vos questions dans cet onglet. Donc, il est important de vous préciser que devant une telle audience, nous ne pourrons pas répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, nous serons amenés à effectuer une sélection des questions qui nous semblent les plus pertinentes et qui relèvent de notre champ d'intervention surtout. Et nous y répondrons en fin de webinaire. Un temps sera dédié pour les réponses. Alors, toutefois, vous avez quand même la possibilité de voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes, avec un petit onglet qui se trouvera à gauche des questions. Tout au long du webinaire, on vous mettra à disposition des documents que vous pourrez télécharger. Donc, ça se trouvera dans l'onglet Apps et partage de fichiers que vous trouvez aussi à droite en bas de votre écran. Et vous précisez également que le replay de ce webinaire sera à disposition. Donc, vous le recevrez tous par mail dans les 48 heures suite au direct. Et vous le retrouverez également sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie. Le sommaire du jour, donc on aura le déroulé suivant en 4 grandes parties. En premier lieu, donc pour contextualiser, le docteur Luc Goupil vous donnera des données générales sur les maladies concernées. Puis, dans une seconde partie, on abordera les missions de chaque acteur qui, partie prenante au process. Valérie donc, vous détaillera la méthodologie d'enquête dans une troisième partie. On illustrera cela par la synthèse de 2 cas cliniques pour illustrer le propos. Alors, avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet, le traditionnel rappel de l'assurance maladie risque professionnel, même si, pour la plupart d'entre vous, vous nous connaissez bien, je pense. Donc, c'est la branche de la sécurité sociale dédiée à la santé et sécurité au travail. 3 grandes missions complémentaires et interdépendantes. Donc, une mission de prévention. Tout d'abord, prévenir les risques professionnels dans les entreprises qui relèvent du régime général, avec des équipes prévention donc, sur le terrain et dans les instances régionales de la santé au travail, et qui déploient notamment des programmes nationaux de prévention que vous connaissez peut-être comme TMS Pro et Risque Chimique Pro, pour les secteurs les plus sinistrogènes. Fixer les taux de cotisation AT-MP des entreprises, c'est la mission de tarification. Et indemniser et accompagner toutes les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, c'est la mission qui nous intéresse aujourd'hui. Donc les 3 grandes missions de la branche. En ce qui concerne l'organisation de notre réseau, donc ce qu'il faut retenir, c'est que la mission de réparation est assurée par des équipes qui sont dans les CPAM, donc dans chaque département. Et pour les missions de prévention et tarification, on a un réseau de caisses régionales, donc les CARSAT, que vous devez connaître, la CRAMIF pour l'Île-de-France,
Et la petite spécificité, c'est pour les DROM, puisque les CGSS assurent l'ensemble des 3 missions du fait de leur rôle de guichet unique. Et en appui, donc on a 2 organismes importants sur lesquels la branche s'appuie sur les ressources et les productions. Bien sûr, l'INRS, que vous devez tous connaître, qui est l'organisme scientifique de la branche. Et un second organisme un peu moins connu qui est Eurogip, donc qui a notamment une mission de veille des pratiques de prévention européennes. Donc 2 organismes importants. Donc voilà, je vais pouvoir passer la parole donc, pour cette première partie au docteur Luc Goupil. Donc Luc, est-ce que vous pouvez, pour contextualiser, nous donner des éléments, des premiers éléments de contexte sur les maladies concernées et quelques chiffres clés. Je vous passe la parole, Luc. Oui, merci Vincent, tout à fait. Donc, les affections psychiques les plus fréquemment reconnues en maladie professionnelle sont le syndrome anxio-dépressif, le syndrome anxieux et le syndrome post-traumatique. Nous avons aussi des situations ou des cas de burn-out qui sont désormais reconnus en maladie professionnelle également. Comme vous le savez, les affections psychiques ne font pas l'objet d'un tableau de maladies professionnelles. Donc, ces dossiers seront instruits au titre de l'alinéa 7 de l'article 461.1 du Code de la sécurité sociale, c'est-à-dire que la reconnaissance devra passer par la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le C2RMP. Alors, les acteurs qui vont participer à cette gestion médico-administrative d'un dossier de demande de reconnaissance pour maladie professionnelle, affection psychique. Tout d'abord, l'assuré lui-même va procéder à une déclaration de maladie professionnelle. Il rédige cette déclaration, l'adresse à l'assurance maladie et un médecin, tout médecin, peut rédiger un certificat médical initial, j'allais dire, sur tout support. Nous, du côté de l'assurance maladie, l'instruction va débuter une fois que l'on réceptionne cette déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial. On identifie des obstacles à cette déclaration. Effectivement, les assurés parfois renoncent. Ça, on en a conscience. On a même des renonciations en cours d'instruction. Donc, on a, essayé de mieux comprendre pourquoi, effectivement, il y avait cette renonciation. Alors, ce qui arrive en première réponse sur ces renonciations, c'est la complexité ressentie par les salariés, les assurés sur la démarche de reconnaissance en maladie professionnelle, la complexité, la lenteur aussi du dispositif. On a identifié aussi parfois un obstacle que constitue la méconnaissance du dispositif de reconnaissance en maladie professionnelle. Les salariés ne sont pas forcément au courant, effectivement, qu'il y a des dispositions qui pourraient permettre à cette pathologie d'être reconnue en maladie professionnelle. Et et on a aussi une dimension de pression, j'allais dire sociale, ou parfois de pression évoquée par les salariés, pression de l'employeur sur ce type de démarche. Alors, les diapos tournent toutes seules. On va, continuer. Nous en étions là. Donc, le médecin conseil de l'assurance maladie, lui, va d'abord, lorsqu'il reçoit ce certificat médical initial, caractériser la pathologie. C'est-à-dire qu'il va déterminer effectivement si l'assuré présente bien la pathologie qui est, relatée sur le certificat médical initial. Il s'agit donc d'une pathologie qui ne relève pas d'un tableau, donc le médecin conseil sera également amené
à établir si le seuil d'incapacité généré par la pathologie est important, c'est-à-dire atteint les 25%. Donc ça, cette question est quand même relativement complexe. Le médecin conseil va, avec son équipe, essayer de recueillir certains éléments. Est-ce que la personne est en arrêt de travail? Est-ce que cet arrêt de travail est médicalement justifié? Quel est le projet thérapeutique? Quels sont les médecins consultés pour suivre ce patient? Voilà, on essaye de recueillir différents éléments pour fixer ce seuil d'incapacité permanente. Donc, il doit être supérieur à 25 pour que le dossier puisse être transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Bien évidemment, le médecin conseil va également rédiger un rapport qui sera transmis au comité pour que celui-ci ait, au dossier tous les éléments médicaux nécessaires à l'instruction du dossier. Nous adressons aussi, le service médical va également adresser un questionnaire aux psychiatres ou aux médecins traitants pour essayer de recueillir également le plus d'éléments médicaux possibles sur la situation du patient. On adresse également, c'est un questionnaire type aux médecins du travail qui va porter essentiellement sur le diagnostic, sur la date de première constatation connue ou pas par le médecin du travail et sur la nature de l'exposition au risque dans l'entreprise. Donc ça, c'est une pièce qui est très très importante pour le dossier C2RMP et les membres du comité effectivement étudieront effectivement le rapport médical et ce questionnaire qui est rempli par le médecin du travail. Petite parenthèse, Luc, pour nos participants, donc vous retrouvez le questionnaire en téléchargement dans l'onglet Apps, partage de fichiers. D'accord. Alors, la caisse primaire d'assurance maladie va également diligenter une enquête administrative pour essayer effectivement de recueillir des éléments factuels sur l'exposition au risque subie par le salarié. Cette enquête est particulièrement méthodique et précise, j'allais dire complexe. Elle nécessite effectivement une formation des agents enquêteurs, une expertise, un savoir-faire important. On peut se retrouver en situation, j'allais dire, de transfert, au terme psychiatrique du terme, où l'enquêteur pourrait s'identifier à la victime. Voilà, donc c'est une gestion très particulière et qui nécessite effectivement un recueil d'éléments factuels qui peuvent concourir à la souffrance du travail. Bien évidemment, Valérie nous expliquera plus en détail comment est menée cette enquête, mais ce qui compte effectivement pour les membres du comité, c'est d'avoir au dossier des éléments factuels étayés. Par ailleurs, l'enquêteur va rédiger, ce qui est parfois complexe, sur un mode de tableau qu'on verra tout à l'heure, une synthèse type, parce que les dossiers qui arrivent au C2RMP sont parfois copieux, sont des gros dossiers avec de nombreuses pièces. Et cette synthèse est extrêmement précieuse pour les membres du C2RMP qui peuvent s'y référer. Il y a une indexation, comme Valérie nous l'expliquera un petit peu plus tard. Alors, le C2RMP, quel est son rôle? Son rôle, effectivement, est d'analyser le dossier et de se poser une question. Est-ce qu'il existe un lien direct et essentiel entre l'exposition professionnelle et la pathologie qui est déclarée? Bien évidemment, le comité va motiver et argumenter son avis. Alors, la notion de lien direct et essentiel est une notion qu'il faut aussi appréhender. Essentiel ne veut pas dire exclusif. Et ça, c'est quelque chose qui relève effectivement d'un débat de ce comité d'experts qui est constitué d'un médecin inspecteur ou d'un médecin du travail, d'un professeur de médecine ou un PH qualifié ou non en psychiatrie,
On a parfois des C2RMP qui sont, on préfère finalement gérer ce type de séance C2RMP avec un médecin psychiatre et enfin un médecin conseil. Ces comités disposent d'un guide qui est important, le guide des C2RMP, et qui permet effectivement, sur certaines pathologies, d'avoir des indications, une marche à suivre. En tout cas, ce guide va être prochainement actualisé et il va être notamment actualisé dans la rubrique le chapitre affection psychique, puisqu'il va être enrichi de consignes qui sont issues d'un groupe de travail national qui a été mené par la Société française de prévention et santé au travail. Donc voilà, ce guide est également important. L'ingénieur conseil de la CARSAT ou de la CRAMIF va également pouvoir être consulté. Alors, sa voix est consultative. Vous avez 3 voix délibératives, les 3 acteurs qu'on a cités. Le médecin, l'ingénieur conseil, lui, pourra apporter également un éclairage sur l'exposition au risque dans l'entreprise. Alors, quelques éléments chiffrés. Vous voyez que globalement, le nombre de dossiers qui donnent lieu à une saisine du C2RMP sont de plus en plus importants. On a une augmentation quasi exponentielle de ces saisies pour affection psychique. Et vous voyez en rouge le nombre de dossiers qui ont donné lieu à un avis favorable et en bleu le nombre de dossiers qui ont donné lieu à un avis défavorable. La courbe verte montre la fluctuation de ce taux, effectivement le taux d'avis favorable qui, sur les derniers résultats que nous avions en 2023, nous sommes en train de consolider les résultats de 2024, mais en 2023, le taux d'avis favorable était d'à peu près 42%, ce qui se situe très nettement au-dessus de la moyenne des dossiers alinéa 7 traités par les C2RMP. Là, vous avez les dernières répartitions. Sur le schéma du bas, vous voyez les saisines comme je vous les ai décrites, c'est-à-dire réception d'un dossier par l'assurance maladie et transmission après traitement par le service médical de l'échelon local, traitement du dossier et saisine du C2RMP. Donc le schéma du bas, vous voyez qu'en 2022, nous avions 3690 saisines. Voilà, et avis émis par le comité et beaucoup plus en 2023 parce qu'on était déjà à 4155. En haut, il s'agit des saisines justice, c'est-à-dire que tout avis émis par l'assurance maladie peut donner lieu à un recours. Et pour ce qui est des avis de C2RMP, eh bien, le juge va désigner un second C2RMP qui va pouvoir, à son tour, émettre un avis. Donc là, ce sont des avis justice que l'on fait apparaître des saisines des C2RMP suite à une ordonnance du juge que l'on fait apparaître sur la partie haute du schéma. Sur les volumétries, eh bien, comme je l'évoquais, c'est essentiellement les états dépressifs qui sont reconnus. On est à près de 80% des dossiers affections psychiques qui concernent des syndromes dépressifs et des troubles anxieux pour 19%. Donc, vous avez compris, effectivement, on est essentiellement sur ce type de dossier. Je citais tout à l'heure également le syndrome de traumatisme post-traumatisme, le syndrome de... Voilà, et là... on se situe aussi sur une reconnaissance en accident du travail. Vous aurez compris, effectivement, vu ce type de pathologie, que ça peut donner lieu à une reconnaissance en accident du travail. Par ailleurs, on parlait d'alinéa 7, c'est-à-dire les dossiers qui donnent lieu à saisine du comité parce qu'on est en hors tableau. Et bien là, on est à peu près à 60% des dossiers alinéa 7 qui concernent les affections psychiques. Donc, une bonne part de ces dossiers.
Comment dire, les investigations débutent une fois que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale et qu'il a établi que le taux d'IP est supérieur, d'incapacité permanente est supérieur à 25%, cette DPCM correspond à la date d'apparition de la symptomatologie constatée par un médecin. Une fois que, nous avons ces éléments, il va y avoir une enquête qui est obligatoire et on va tout d'abord commencer par adresser des questionnaires à l'employeur. À l'employeur et à l'assuré. J'ai peut-être passé le relais à Valérie. Oui. S'agissant d'une maladie professionnelle, on a toujours une enquête. Donc, l'enquête est obligatoire, mais elle fait l'objet d'envoi d'abord de questionnaires à la victime et à l'employeur. En fait, la personne qui déclare, on la sollicite pour savoir en gros pourquoi elle fait le lien entre son travail et sa maladie psy. Et c'est au regard des questionnaires qui reviennent de la victime et de l'employeur qu'on va confronter tout ça et aller, comme vous l'a dit Luc tout à l'heure, rechercher des éléments factuels. Bien entendu, on entend et on confronte les propos des uns et des autres. Je vous expliquerai ça un tout petit peu plus loin. Je vous montrerai comment concrètement ça se passe à la fois dans notre questionnaire, ensuite le travail de l'enquêteur et après les interrogatoires des uns et des autres. Quelles que soient les réponses qui sont apportées à nos questionnaires, quoi qu'il arrive, nos enquêteurs vont systématiquement prendre contact avec au minimum les deux parties et ensuite rédiger un rapport. Ce rapport sera intégralement soumis au contradictoire. Ça veut dire que toutes les parties, la victime et l'employeur, auront accès aux pièces, elles auront accès aux données et c'est ce rapport-là qui sera transmis intégralement au C2RMP. Alors concrètement, comment va se passer cette enquête? Concrètement, les questionnaires qui sont construits, adressés donc, je vous l'ai dit, aux deux parties, sont construits autour des 6 dimensions du rapport Golac. Ça veut dire qu'on va systématiquement aller étudier les exigences du travail, les exigences émotionnelles, l'autonomie, les relations au travail, les conflits de valeurs et l'insécurité du travail. Ces 6 dimensions sont toutes investiguées. Alors, elles ne donneront pas lieu forcément à des doléances de la part du demandeur, de l'assuré, mais pour autant, on va poser des questions sur chacune pour s'assurer d'avoir balayé l'intégralité de ces 6 dimensions. Vous avez par exemple ici l'extrait d'un questionnaire qui a été complété par une victime, parce que l'objectif, c'est de voir avec cette personne-là depuis quand son activité professionnelle a, selon elle, un impact sur sa santé. Donc, vous voyez qu'on leur pose directement la question et en gras, vous avez dessous la réponse qui a été apportée dans ce dossier précis. On essaye de voir aussi et de faire réfléchir la victime sur à partir de quand son travail a eu un impact sur sa santé psychologique et on lui demande de nous donner des éléments concrets parce qu'il va bien falloir qu'on balaye avec elle les éléments qui, selon elle, sont à l'origine de ces problèmes de santé aujourd'hui. On essaye de voir avec elle une chronologie des faits pour faire structurer dans son cheminement mental, parce que vous imaginez bien que si on ne passe pas par ce préambule-là, les entretiens pouvaient durer un temps certain. Aujourd'hui, les entretiens avec les parties arrivent à concentrer nos 6 dimensions parce qu'on a préparé tout ça en amont. Donc après, les questions qui sont généralistes sur qu'est-ce qui, selon elle, et dans son activité professionnelle est à l'origine, on va aller creuser avec elle des réflexions sur chacune des 6 dimensions. Vous voyez que, par exemple, sur cette première partie-là du questionnaire, on voit avec elle tout ce qui a trait au rythme de travail. Donc, on lui demande si elle a un rythme de travail qui l'empêche, par exemple, de manger, d'aller aux toilettes, qui l'empêche d'échanger avec ses collègues, si son temps de travail est supérieur à celui prévu à son contrat de travail, pour voir si elle arrive à avoir déjà sur la charge de travail des doléances à nous apporter. Donc, au regard de ce que nous a apporté la victime, donc on a un grand nombre de questions, vous verrez, si vous avez l'occasion d'avoir accès à des questionnaires, parce que
certaines personnes vous en parlent, il y a à peu près une quinzaine de pages de questions où on essaye de vraiment structurer et on demande aux personnes de nous répondre si souvent, très souvent ou pas du tout, ou rarement, elles ont des doléances. Et à la fin de chacune de ces thématiques, on leur demande de manière générale sur les questions de nous faire des commentaires ou de nous apporter déjà des éléments pour étayer leurs propos. Luc vous l'a dit tout à l'heure, ce qui est très important, c'est que bien sûr, on va entendre les doléances, mais on va essayer au maximum de leur demander de nous apporter du factuel. Donc, il faut bien comprendre que le travail de l'enquêteur, c'est pas de donner son avis. Lui, il est là pour recueillir des éléments de manière structurée pour que le C2RMP, lui, puisse statuer et donner son avis sur le lien direct et essentiel entre le trouble et le travail. Ça veut dire que notre enquête, elle n'est pas là pour conclure sur la reconnaissance ou non d'une maladie professionnelle, mais vraiment, comme l'a dit tout à l'heure Luc, d'apporter ces éléments concrets qui permettent au C2RMP de prendre sa décision. C'est pourquoi notre enquête, elle va restituer toujours des faits, des propos, qu'elle va apporter des éléments objectifs, mais qu'il n'y aura jamais aucun jugement de l'enquêteur. L'enquêteur va bien expliquer à chaque personne qu'il va contacter que son travail, c'est d'entendre ce qu'ils ont à lui dire, mais surtout de recueillir des éléments de preuve par rapport à ce que lui va pouvoir mettre dans son dossier au regard des éléments qu'ils avancent. Donc, l'objectif, c'est que notre enquêteur, il interroge dès le départ la victime sur ce qui, selon elle, au travail, est à l'origine de sa pathologie. C'est pourquoi, dans la grille de synthèse que je vais vous présenter après, vous verrez que toujours, dans la première colonne, il y a la version de la victime. Ensuite, il va aller classer tout cela dans les thématiques sur les 6 dimensions et il va confronter avec l'employeur et les témoins la version de la victime. Vous avez bien compris qu'on envoyait un questionnaire, donc, à la victime et à l'employeur. Ça veut dire que notre enquêteur, quand il va commencer à préparer son travail, il va étudier minutieusement les questionnaires de l'assuré et de l'employeur, ainsi que toutes les attestations de témoignages qui auraient pu être transmises, puisque dans nos questionnaires, dès le départ, on va demander à chacun d'apporter des témoignages ou des éléments probants pour étayer leurs propos. Ça veut dire qu'il va étudier très minutieusement tout ça. Il va préparer ensuite l'audition qu'il va mener avec l'assuré, puisque bien évidemment, c'est lui qu'il va contacter toujours en premier. Ça veut dire que dès le départ, on va tenir compte déjà des déclarations de l'employeur et des éventuels témoins qui auraient pu être fournis. Et dès le départ, notre employeur, il va confronter les propos de la victime avec ce qu'il a déjà au dossier. Ensuite, il va auditionner la victime et au regard de son audition et de tous les éléments factuels, parce qu'après l'audition de la victime, vous allez voir, je vais vous montrer une audition, enfin un extrait d'une audition, vous allez voir qu'à chaque fois, l'enquêteur, il demande aux gens, j'entends ce que vous me dites, comment vous pouvez me mettre en lien tout ça avec des éléments concrets. Quand il a auditionné la victime, il va ensuite aller auditionner les témoins cités par la victime. Fort de tout cela après, il va de manière très rigoureusement entendre l'employeur en lui demandant à lui aussi des éléments de preuve. Si l'employeur n'est pas en phase avec les déclarations de la victime, ce qu'on peut tout à fait entendre, eh bien on lui demande à lui, est-ce que vous avez des éléments concrets ou des témoins qui vont permettre au C2RMP de se forger une idée plus dans le sens des propos de l'un ou de l'autre. Quand il a recueilli les versions de chacun, puisque évidemment il va aussi auditionner les témoins que pourrait apporter l'employeur, une fois qu'il aura auditionné tout le monde, recueilli les versions, confronté, voire même, ça arrive régulièrement qu'il retourne vers la victime pour derrière lui dire « Écoutez, moi j'ai des nouveaux éléments, comment pouvons-nous encore rajouter des choses, vous revenez sur des déclarations, ou vous avez d'autres éléments à rapporter dans votre dossier ». Quand tout ça est terminé, il va rédiger une synthèse sous la forme d'un tableau et c'est ce tableau bien précis qui sera remonté au C2RMP avec bien évidemment en pièces jointes tous les éléments qui permettent de le rédiger.
Ça veut dire que l'intégralité des questionnaires qui sont reçus, l'intégralité des auditions, des documents recueillis, des attestations de témoignages, tout cela, ce sera consultable par chacune des parties au terme des délais réglementaires. Voici par exemple, au regard du dossier qu'on a pu voir tout à l'heure, les questionnaires qui avaient été adressés par l'assuré. Voici par exemple comment construit l'enquêteur son questionnaire. En gras, l'enquêteur rappelle toujours à l'assuré que toutes les questions qu'il va lui poser et que tous les échanges qu'ils auront ensemble sera forcément sur sa situation de travail avant la date de première constatation médicale dont vous a parlé Luc tout à l'heure. Puisque ce qu'on essaye de faire comprendre aux assurés, c'est qu'on est là pour rechercher avec eux ce qui est à l'origine de sa pathologie. Donc, à l'origine de sa pathologie, c'est donc ce qui précède cette fameuse DPCM. Évidemment, comme c'est un entretien qui est un petit peu long, on essaye toujours de structurer. Vous voyez, les enquêteurs structurent leur entretien en commençant par les dimensions 1. La dimension 1, c'est la dimension qui est relative à l'intensité de travail. Tout ce processus d'entretien et de méthodologie est expliqué à la fois à la victime, à la fois à l'employeur, pour que les entretiens se structurent et qu'on puisse prendre le temps. Des fois, vous imaginerez bien, de la respiration. Puisqu'évoquer certains épisodes pour les assurés qui déclarent ces maladies-là, ça demande parfois un effort de mémoire, concentration et de pouvoir verbaliser des choses qui sont parfois compliquées. Donc, en structurant comme ça par des étapes, donc avec nos 6 étapes sur les 6 dimensions, ça permet à chacun de faire un bilan et à la fin de chaque dimension, de bien voir ensemble sur ce qui sera à transmettre comme élément concret pour que le C2RMP ait un maximum de choses. Comme vous pouvez le voir tout à l'heure, dans le questionnaire que nous avions, la personne, par exemple, évoquait qu'elle avait des heures supplémentaires, alors que son employeur, dans le questionnaire qui avait été transmis, lui, n'en met pas. Donc, vous voyez que dès le départ, l'employeur, notre enquêteur reprend la version qui a été évoquée par l'assuré dans son questionnaire et dit, écoutez, vous voyez, votre employeur, lui, il dit que vous avez des horaires fixes et pas d'heures supplémentaires. Par contre, on explique bien aux gens, si vous estimez que ces heures supplémentaires sont à l'origine de votre pathologie, il faut que vous m'en disiez plus, mais surtout, il faut que vous m'apportiez des éléments concrets parce que les deux versions ne convergent pas. Donc, vous pouvez voir dans ce questionnaire-là et dans la formulation des questions que l'enquêteur, dès le départ, ne se contente pas d'entendre la version de l'assuré, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il confronte déjà avec la version de l'employeur et surtout, il rappelle bien que si cet élément-là est à l'origine de la pathologie, alors il nous faut des éléments pour confronter, apporter des choses concrètes. Donc, je vous ai dit juste avant, quand l'enquêteur a auditionné la victime, l'employeur, les éventuels témoins, l'objectif, c'est qu'ensuite, il puisse rendre une synthèse pour que le C2RMP puisse avoir l'intégralité des doléances et des confrontations des uns et des autres dans une synthèse structurée autour des 6 dimensions. Comme vous pouvez le constater, la synthèse, elle est toujours avec 3 ou 4 colonnes, mais je vous montrerai tout à l'heure pourquoi on parle des fois d'une 4e colonne, parce que l'objectif est de synthétiser dimension par dimension quelle est la thématique et la doléance de l'assuré au regard de cette dimension. Si on regarde ce dossier-là, dans la première thématique, la victime relevait une charge de travail importante. Une charge de travail importante, donc on a sa version à elle dans la colonne de gauche, on a la version de l'employeur dans la colonne du milieu, et enfin, et ça c'est extrêmement important et vous comprenez, Luc vous l'a dit tout à l'heure, le C2RMP il va étudier ce dossier administratif, le dossier médical, il faut bien qu'on ait, quand les gens ne sont pas d'accord, vous voyez que dans notre
première colonne et dans notre seconde, l'assuré et l'employeur ne valident pas forcément qu'il y a un nombre d'heures supplémentaires importantes, par exemple. Il reconnaît qu'il y en a quelques-unes, mais qu'elles sont récupérées, donc en gros, il nous dit c'est extrêmement rare. Alors, notre enquêteur a solutionné des témoignages. Et dans les témoignages, par exemple, vous voyez qu'on a 2 personnes, un témoin 1V et un témoin 2V, qui vont confirmer les propos du salarié. En quoi la structuration de notre rapport est importante? C'est parce que vous voyez que dans notre 4e colonne à droite, on a les procès-verbaux, aujourd'hui que nous appellerons compte rendu d'audition téléphonique, de tous les acteurs qui ont été interrogés. Le PV1 à la question 3, c'est le procès-verbal d'audition de notre assuré qui a répondu à la question 3, la réponse quant à la charge de travail. Ce n'est pas l'enquêteur qui a interprété, mais on a toujours le justificatif de ce qu'il met dans son tableau. Le PV2 à la question 1, c'est par exemple le procès-verbal de l'employeur quant à cet item-là, et les PV3 à la question 2, ce sont les témoins qui ont confirmé les propos. Donc, l'enquêteur structure, vous voyez celui-ci, c'est sur la dimension au travail, sur l'intensité de travail. Il essaye de mettre en gras la thématique émergente. Donc, par exemple, le premier, c'était la charge. Le deuxième, c'est la dégradation du travail. On peut voir ensuite la réception de mails et d'appels tardifs le soir. Donc, encore une fois, vous voyez, dans la colonne de gauche, la version de l'assuré, la colonne centrale, celle de l'employeur, et des éléments factuels qui vont nous dire si c'est plutôt l'un ou l'autre qui nous a apporté des éléments pour étayer et emporter finalement, ou pas, la conviction des experts du C2RMP. Donc, l'enquêteur essaye vraiment de structurer tout ça pour éviter que le C2RMP ait à lire souvent. On a jusqu'à des dossiers qui font 500 ou 1000 pages. Donc, comme vous l'a dit Luc tout à l'heure, le travail, nous, qui incombe aux enquêteurs, est de lire impérativement toutes les pièces et d'extraire dans ce tableau-là tous les éléments qu'ils sont à extraire. Mais vous avez systématiquement et obligatoirement sur la colonne de droite, où on verra tout à l'heure, je vous l'ai dit dans un autre dossier, en dessous de chacune des affirmations, l'endroit où on peut retrouver concrètement les éléments qui sont ici. Ce n'est jamais une interprétation, mais une simple retranscription des éléments pour les synthétiser et les rendre plus clairs. Alors, nous avons pas mal de questions. Valérie, je te propose qu'on réponde assez rapidement à quelques questions. Oui. Avant de passer au cas clinique, parce que Vincent est en train de nous tirer les oreilles, c'est le maître du temps, et il nous dit qu'il accélère un petit peu. Gentiment. Donc, je me permets de répondre à quelques questions et je te laisse prendre connaissance de celles qui t'incombent. Une question très intéressante. Est-ce que le médecin du travail peut rédiger le certificat médical initial de maladie professionnelle? Oui, effectivement, le médecin du travail peut être amené à rédiger lui-même ce certificat médical initial. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Quelqu'un me fait remarquer qu'il n'y a pas de classification SIM10 pour la pathologie burn-out, mais pour autant, cette pathologie est quand même, ou le syndrome d'épuisement professionnel, est connu maintenant reconnu par le Collège de médecine et l'OMS. Une autre question sur le fait que des CEPAM retoqueraient des CMI sur lesquels ne serait pas précisé l'activité professionnelle de l'assuré. Donc on a deux choses. Soit on est sur un CERFA, le médecin rédacteur du CERFA va juste mentionner la pathologie et cocher la case maladie professionnelle, et auquel cas il n'a pas besoin d'évoquer l'activité professionnelle. Par contre, s'il fait sur ordonnance libre, on n'est pas sur un CERFA, il faudra qu'il mentionne effectivement l'affection, ça peut être syndrome anxio-dépressif,
et qu'il mentionne liées à l'activité professionnelle. J'attire juste votre attention sur le fait que le prescripteur ne devra surtout pas émettre des jugements de valeur sur cette activité professionnelle, puisque c'est pas le propos dans ce certificat-là. On me demande quand est-ce que la nouvelle version du guide C2RMP sera diffusée. Je pense qu'elle va être diffusée en avril 2025. Je pense que c'est ce qui est attendu. Une très bonne question aussi sur le filtre que fait le médecin conseil lorsque il estime que le taux d'incapacité lié à la pathologie est inférieur à 25. Oui, il y a un certain nombre de dossiers qui sont, j'allais dire, retoqués ou filtrés dès le début de l'instruction parce que le médecin conseil estime que l'incapacité sera inférieure à 25%. Et il fixe ce taux d'incapacité pas d'une façon projective à l'issue au moment de la consolidation, mais au moment où il traite le dossier, c'est-à-dire au moment de la demande. Grosso modo, le nombre de dossiers qui sont retoqués pour un taux d'IP inférieur à 25, on est sur une estimation de 1 dossier sur 6 ou 1 dossier sur 7. L'avis du médecin du travail qui est demandé, le questionnaire, est-il consultable par l'employeur? Alors, pas directement. Par le salarié, oui. Si le salarié en fait la demande, nous lui transmettons ce questionnaire. Par contre, l'employeur, le circuit est beaucoup plus complexe. Il faut, dans un premier temps, que l'assuré désigne un médecin qui puisse communiquer les pièces au médecin qui serait mandaté par l'employeur. Il y a 2 médecins dans l'affaire. C'est-à-dire que le médecin désigné par l'assuré communiquera les éléments qu'il juge conformes au code de déontologie au médecin mandaté par l'employeur. Donc, à la question est-ce que c'est consultable par l'employeur, on va dire d'une façon indirecte par un médecin qu'il mandate et sur des conditions un petit peu plus précises. Valérie, je te laisse répondre à quelques questions. Oui. Vous demandiez si les questionnaires sont les mêmes en ATTPS et en MPTPS. Absolument pas. En ATTPS, on est sur un événement ou une déclaration sur un moment précis. Sur les ATTPS, sur les MPTPS, notre questionnaire, il est vraiment, et il ne tourne que autour des 6 dimensions. Donc, on va rebalayer les 6 dimensions dont je vous ai parlé tout à l'heure du rapport Golac. La question sur les employeurs. Quel employeur interrogeons-nous? L'enquêteur va interroger les employeurs qui sont donc évidemment antérieurs à la date de première constatation médicale. C'est pas forcément l'employeur actuel. C'est surtout, il va interroger au regard de ce que va mentionner la victime. Si la victime dit qu'elle est aujourd'hui chez ce nouvel employeur, ce n'est pas lui qui est à l'origine de sa pathologie, mais un employeur précédent, c'est bien vers cet employeur précédent qu'on va aller poser des questions. Bien évidemment, l'employeur d'aujourd'hui, on va lui avoir envoyé un questionnaire, mais on reprendra contact avec lui pour lui dire qu'on interrogera quelqu'un d'autre. Vous aviez une question quant à est-ce que tous les salariés peuvent déclarer une maladie professionnelle? Dès lors qu'un salarié est affilié au régime général, il peut déclarer une MPTPS et l'enquête se fera de la même façon. Si la personne a besoin d'une assistante, parce que c'est un adulte, par exemple, qui a besoin d'aide, alors on va être avec une audition, avec une personne qui sera présente. En tous les cas, on peut même auditionner des gens qui sont en difficulté aussi d'expression de langage ou de langues étrangères. Bien évidemment, nos enquêteurs vont tout mettre en œuvre pour pouvoir recueillir la version des uns et des autres. Nos enquêteurs ont une formation qui est réglementaire parce que ce sont des agents qui sont agréés et assermentés. Ils ont une formation qui dure environ 6 mois avec des cas spécifiques sur les MPTPS. Comme vous l'a dit Luc, on essaye de vraiment faire attention à ce qu'ils ne soient pas submergés par les déclarations des uns et des autres. Donc tout ceci, ça se travaille, ça s'apprend. Ils ont des techniques de communication, ils ont une formation qui prend 6 mois pour pouvoir avoir, après un examen, un diplôme
ou pas pour être reconnu et un agrément pour avoir l'autorisation d'aller faire des études de poste pour les MPTMS et des études de cas pour les MPTPS. Peut-être on va passer aux quelques cas cliniques. Merci Valérie. Alors, les cas cliniques. On vous a synthétisé vraiment deux cas cliniques. Alors, je n'ai plus la main pour bouger les diapos. Hop, voilà. Merci Valérie. Alors, le premier cas, il s'agit d'un homme âgé de 56 ans qui est chauffeur routier en région parisienne. Il déclare une pathologie, dépression, burn-out suite à un surmenage dû à son travail. Ça, c'est la déclaration. Sur le CMI, le médecin traitant a mentionné des vertiges, des difficultés majeures du sommeil et de l'alimentation, des céphalées, des pleurs, une dévalorisation liée à un burn-out professionnel. Donc ça, c'est nos pièces. Et l'enquête objective. Alors, l'enquête objective, vous voyez que je vous ai extrait 3 des 6 dimensions qui étaient mises en avant par le salarié, donc classées, comme je vous l'ai expliqué, par l'enquêteur sous des thématiques. Donc, dans les exigences émotionnelles, l'assuré évoquait des réminiscences d'un accident qu'il avait pu avoir au préalable. Donc, l'employeur a été auditionné, bien sûr, là-dessus. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de notre fameuse 4e colonne, qui est la colonne où on pouvait référencer l'endroit auquel les experts du C2RMP ou les parties pouvaient se référer pour bien s'assurer que l'enquêteur a été fidèle à la retranscription des propos. Et bien, dans certains dossiers, les enquêteurs décident de plutôt le mettre sous les déclarations des uns et des autres. En réalité, c'est exactement la même chose. Il faut que ce soit le plus clair possible et que ça permette à chacun d'aller, s'il a besoin, se référencer aux éléments. Donc, l'assuré, dans ce cadre-là, évoquait donc des exigences émotionnelles, je vous disais, peur d'avoir un accident, réminiscence d'un accident passé. Sur l'autonomie, la latitude de décision, il expliquait qu'il n'était pas du tout autonome dans ses missions, qu'il avait toujours besoin de se référer à des supérieurs, qu'il n'avait pas de liberté de décision, ce qui, avec des éléments concrets en face, vous voyez, des éléments concrets et de l'employeur et des éléments concrets de la victime avec des propos de collègues qui vont confirmer les propos de la victime. Et enfin, il évoquait des problématiques sur les rapports sociaux en expliquant qu'il y avait un manque de soutien de sa hiérarchie, alors que l'employeur dit que bien évidemment l'assuré peut s'ouvrir aux autres. Et on a pour le coup l'enquêteur a récupéré des éléments, des pièces qui attestent de la version de l'un ou de l'autre. Encore une fois, l'objectif est de permettre au C2RMP de se forger une idée le plus réelle des conditions de travail avec des éléments concrets. Donc là, on va voir ce que le C2RMP finalement a retenu. Le médecin conseil a déjà recaractérisé ou caractérisé la pathologie en parlant de syndrome dépressif. Il a codé en code SIM10. L'avis du médecin du travail retrouve, je vous ai pas repris tout le questionnaire, mais des contraintes avérées par le médecin du travail liées finalement à cette typologie d'activité. Et sinon, au dossier, on avait un état de santé évolutif du patient, pris en charge par un psychiatre qu'il rencontre 1 à 2 fois par mois. Il bénéficie d'un traitement médicamenteux et bien évidemment d'arrêt de travail prescrit par le psychiatre. Le C2RMP a émis un avis favorable sur le caractère professionnel de cette pathologie. Avec un avis, ce sont souvent des avis types. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu'il existe des éléments susceptibles d'entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits par le rapport Golac. Alerte risques psychosociaux au sein de l'entreprise avec une enquête interne. Ça, c'était un élément qu'on a retrouvé au dossier. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d'expliquer le développement de la pathologie avérée et en conséquence, le comité estime qu'il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel, c'est la question qu'on lui pose, entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime.
Je pense qu'on va pouvoir passer au deuxième cas clinique avant de peut-être répondre à d'autres questions. Le deuxième cas, il s'agit d'une dame âgée, une femme âgée de 55 ans. Elle est assistante commerciale. Elle présente un syndrome, en tout cas, elle a déclaré un syndrome dépressif. Et sur le CMI, on a un épuisement physique et moral secondaire au contexte professionnel. Alors, dans ce dossier-là, vous allez voir, ça a été un tout petit peu plus compliqué pour l'enquêteur parce que autant la personne a su évoquer une surcharge de travail, des heures supplémentaires, une rémunération non à la hauteur de son investissement. Alors, vous voyez que parfois, l'employeur, pour le coup, sur la surcharge de travail, quand elle expliquait qu'elle a dû récupérer la dame des gros clients d'une collègue qui était partie, l'employeur dit, oui, on a absolument distribué, puisque au départ, distribué les clients, réparti les clients, puisque la personne est partie et qu'au début, elle n'a pas été remplacée. Donc, tout ceci, ça a été même tracé, quand bien même vous voyez qu'au final, l'employeur et l'assuré étaient d'accord. Tout cela a été tracé dans un entretien annuel d'évaluation. Ça a permis de mettre une pièce au dossier. Par contre, certaines fois, les assurés nous avancent des… Vous voyez que cette dame-là, elle a avancé qu'elle avait, par exemple, des heures supplémentaires à faire. L'employeur explique qu'il n'a pas d'heures supplémentaires et bien ni l'un ni l'autre n'ont pu apporter d'éléments factuels pour étayer la version de l'un ou de l'autre. Donc, il arrive que l'enquêteur les sollicite et vous pouvez voir qu'on a sollicité les documents parce que à la pièce 1, à la question 5, par exemple, l'enquêteur a demandé à la personne et à la pièce 5, à la question 6, l'enquêteur a également demandé à l'employeur des versions et aucun disent on n'a aucun moyen de vous prouver les choses. Il arrive et vous le voyez que dans la dimension 3 et 4, dans ce dossier-là, la personne nous dise « Non, moi, sur l'autonomie et la latitude décisionnelle, je n'ai aucun grief. » Pareil sur les rapports sociaux au travail. Je n'ai aucun problème avec les rapports sociaux au travail. Vous voyez que on peut faire confiance à l'enquêteur puisque vous avez sur la pièce 1 la question 9 et après la question 10, il a bien fait valider à la victime que selon elle, au regard de ce qu'elle a mis dans son questionnaire et des éléments qu'elle a apportés, aucun grief pour elle n'est à relever dans ces dimensions-là. Donc, il est fréquent qu'on ait des cases avec absolument rien à côté. Pour autant, vous avez toujours le justificatif qui va démontrer que l'enquêteur a posé la question. Donc, le médecin conseil pour ce dossier avait retenu un syndrome d'épuisement physique et moral. Le médecin du travail évoque qu'il a vu la salariée dans le cadre d'une pré-reprise à sa demande et il a constaté effectivement des troubles diffus psychologiques avec un retentissement somatique et il n'a pas émis d'avis sur l'exposition professionnelle. L'assuré bénéficie d'un traitement médicamenteux, d'un suivi par son médecin traitant et par une psychologue 2 à 3 fois par mois. Et il y a eu une prescription d'arrêt de travail en rapport avec la pathologie. Pour ce dossier-là, le comité a émis un avis défavorable et il a argumenté son avis comme suit. On avait bien une saisine au titre de l'alinéa 7. On a bien effectivement une dame âgée de 55 ans, assistante commerciale. Le comité évoque qu'il a pris connaissance de l'avis du médecin du travail et après avoir étudié l'ensemble des pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles, professionnelles prépondérantes pour expliquer le développement de la pathologie observé. Donc, on l'avait évoqué en tout début d'exposé, le lien doit être direct et essentiel, ce qui ne veut pas dire exclusif, mais on doit quand même avoir une origine professionnelle, j'allais dire prépondérante, là, un peu mentionnée, là, comme c'est mentionné sur cet avis. Alors. Merci à tous les deux pour cette présentation. Je vais reprendre la parole, donc 2 minutes, quelques petits mots. Alors, pour faire du lien entre nos missions,
Je vais vous donner quelques infos sur les actions en prévention de la branche. Donc c'est notamment intéressant pour les membres de services de prévention et de santé au travail, puisque vous pouvez les communiquer auprès de vos adhérents. Donc vous retrouvez notamment une brochure de l'INRS, donc ED 6349, qu'on propose en téléchargement, donc toujours onglet apps, partage de fichiers, voilà, qui est une référence en la matière, plus des supports de sensibilisation et d'information. Des listes régionales de consultants spécialisés en RPS qui sont en mesure d'accompagner les entreprises, donc plutôt sur le site des caisses régionales, CARSAT, CRAMIF, CGSS. Des formations proposées par notre réseau pour monter en compétences et aussi une info importante sur une aide financière que l'assurance maladie risque professionnel propose, donc qui s'appelle RPS Accompagnement. Donc c'est une aide financière à destination des entreprises de moins de 50 salariés. Donc elle finance des prestations d'accompagnement par un consultant référencé. Et donc elle prend en charge 70% du montant hors taxe dans la limite de 25 000 euros. Donc voilà, une information que vous pouvez communiquer aux entreprises que vous accompagnez. Et donc vous retrouvez tout le détail sur le site national amélie.fr/entreprise. Quelques infos également sur nos canaux d'information. Donc le site national que je viens de vous dire, donc vous retrouvez voilà toute notre actualité, les réseaux sociaux. Je vous invite notamment à suivre la page LinkedIn où vous retrouvez notamment les annonces des prochains événements que nous organisons, des témoignages, des vidéos, des infos sur nos offres de services. Et bien sûr, le site de l'INRS, qui est une référence, mais bon, que vous connaissez tous, je pense, où vous retrouvez l'ensemble des outils proposés. Je mentionne également la chaîne YouTube de l'assurance maladie, sur laquelle vous pouvez notamment retrouver les 2 replays de nos précédents webinaires, toujours sur l'angle de la reconnaissance en maladie professionnelle. Donc le premier, c'était sur les cancers de la prostate en lien avec l'exposition aux pesticides, et le second portait sur la reconnaissance des atteintes auditives. Voilà pour ce petit mot conclusif. Donc on va pouvoir prendre, voilà, exceptionnellement devant le flot de questions, on va pouvoir prendre 5 minutes de plus. Je vous propose, Luc et Valérie, pour répondre à quelques questions complémentaires. Donc Iloy, notre modératrice, que je remercie d'ailleurs, a fait un tri des questions là qui relèvent de notre champ et qui paraissaient les plus pertinentes. Donc je vous repasse la parole. Merci Vincent. Moi, je vais juste préciser parce que je vois qu'il y a plusieurs questions sur le retémoignage, le refus de témoignage ou l'obligation de témoignage. Alors, il faut savoir que la victime et l'employeur sont forcément interrogés, je vous l'ai dit. L'employeur peut-il refuser le témoignage, de témoigner? En vrai, il n'y a pas intérêt. Personne n'a intérêt à refuser à témoigner, ni la victime, ni l'employeur. L'employeur, s'il refuse de témoigner, donc, dans le rapport, l'enquêteur établira avec lui, après lui avoir expliqué les conséquences de son refus de témoignage, en lui disant, écoutez, si vous ne donnez pas votre version, nous transmettrons donc votre refus de réponse au C2RMP qui n'aura finalement que la version de l'assuré et de ses éventuels témoins. Si vous ne me répondez pas, vous pouvez ne pas me répondre. Vous avez le droit de ne pas me répondre. Pour autant, il faudra tirer les conséquences de votre non-réponse. Donc, personne n'a d'intérêt à ne pas répondre. Vous comprenez bien que l'enquêteur, il n'est pas là pour croire l'un ou l'autre. Il est là pour faire comprendre à chacun que chacun va avancer ses propos, va avancer ses théories et a tout intérêt à donner sa version et des éléments concrets pour y répondre. Est-ce que on peut comprendre votre question de plusieurs questions qui nous disent, mais est-ce qu'il y a des témoins qui refusent de répondre? Oui, ça arrive, mais ce sera la même chose. On va leur expliquer que dans le dossier, ils ont été cités comme témoins potentiels et qu'on a des questions à leur poser. Bien évidemment, eux n'ont pas d'obligation de le faire. On explique aux 2 parties, à la victime et à l'employeur, l'importance de convaincre les gens de parler pour eux, mais on ne les obligera jamais. C'est encore une fois, plus on a d'éléments concrets, plus ce sera facile pour le C2RMP d'avoir une vision plus réelle du travail. Pour autant, on ne contraint personne à parler. Et votre question qui était sur est-ce que les enquêteurs
ont des moyens pour récupérer des éléments, en fait, l'enquêteur peut solliciter tout élément de preuve dont il a besoin. Encore une fois, c'est dans ses prérogatives, ça c'est des articles de loi qui le disent. On ne peut pas faire obstacle à un enquêteur pour récupérer des éléments. Encore une fois, celui qui fait obstacle à la récupération va s'exposer à finalement ce qu'on n'entende pas son avis. Luc, je te laisse répondre. Oui, quelques questions intéressantes. Déjà, une question sur le fait que le burn-out ou l'épuisement professionnel peut-il être reconnu en accident du travail? Non, en accident du travail, un syndrome d'épuisement professionnel ce sera pas la bonne porte d'entrée. La bonne porte d'entrée, c'est bien la reconnaissance en maladie professionnelle. Une question aussi très intéressante, après un licenciement, est-ce qu'un salarié, un assuré peut faire une demande de reconnaissance en maladie professionnelle? Oui, tout à fait, puisqu'il a 2 ans pour déclarer sa pathologie à partir du moment où il a, j'allais dire, entre ses mains, un certificat médical qui fait le lien entre la pathologie et l'exposition professionnelle. Donc, on peut très bien imaginer, effectivement, un salarié licencié qui, 6 mois après son licenciement, dépose sa demande en bonne et due forme avec un certificat médical et sa déclaration. On a également une question sur la rédaction du CERFA. Sur le CERFA, on n'est pas, le médecin qui va rédiger le CERFA n'est pas forcément le médecin qui, de soins, puisqu'en fait, c'est le médecin qui est en capacité de faire un diagnostic et qui va mentionner l'existence d'un lien avec l'activité professionnelle. Ça s'arrête là. Hein, sur le CERFA, on n'a que ces notions-là. Après, il y avait une question beaucoup plus complexe que je pourrais pas développer ici. Effectivement, c'est la difficulté que vous pourriez avoir, vous, médecin du travail, à rédiger ce certificat. Effectivement, votre positionnement, moi, je le comprends très bien. Et même pour répondre au questionnaire, je pense que effectivement, vous êtes en responsabilité en tant que médecin pour déclarer, rédiger des choses que vous avez constatées. Voilà, moi je pense que la question est suffisamment trop complexe pour qu'on puisse l'aborder avec le temps qui nous est imparti. Et puis il y avait une question aussi un petit peu complexe sur la situation de quelqu'un qui serait reconnu en accident du travail et un relais qui serait fait d'une lésion reconnue en accident du travail vers la reconnaissance maladie professionnelle. Moi, je dirais plutôt qu'il y a des situations complexes où des personnes vont développer finalement la pathologie au cours de nombreuses années, puisque effectivement, il y a une exposition professionnelle qui s'installe sur de nombreux mois, de nombreuses années, et il va y avoir la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est-à-dire qu'on va identifier en accident du travail une lésion, alors que précisément ce dossier-là aurait dû être géré en maladie professionnelle puisque la pathologie est apparue progressivement et la personne, à l'occasion d'un fait accidentel parfois totalement anodin, va décompenser quelque chose qui se préparait depuis longtemps. Et puis, juste une dernière question, je te passe la parole Valérie. Du moment où le médecin du travail a rempli le questionnaire, ce questionnaire est bien au dossier et il n'est pas normal effectivement que l'assuré, s'il demande à consulter le dossier, n'ait pas accès à ce questionnaire qui doit effectivement faire partie du dossier. La toute petite dernière question, dernière précision que je tiens à faire parce qu'on a vu plusieurs questions sur la thématique de est-ce que d'autres personnes vont voir le dossier? Est-ce que des témoins vont avoir accès au dossier? Non. Attention, le contradictoire, la réglementation dit que les 2 seules personnes qui ont accès à l'intégralité du dossier administratif sont la victime et l'employeur. Ni les témoins, ni nous l'envoyons à l'inspection du travail, ni nous transmettons toutes les pièces du dossier uniquement à la victime et à l'employeur. C'est ça le grand principe du contradictoire au risque professionnel. Alors Vincent, si tu me le permets, une dernière question. Je t'en prie, Luc. Je te laisse la parole pour finir, parce que c'est une question très importante. On me demande si le lien entre la pathologie et le travail n'est-il pas interdit par le Conseil de l'ordre des médecins.
c'est-à-dire rédiger un certificat. Non, ce n'est pas interdit par l'ordre des médecins, bien au contraire. Le médecin doit rédiger ce certificat, je pense essentiellement au médecin de famille ou le médecin traitant, hein, il doit rédiger. Là où, et d'ailleurs le lien sera établi par l'assurance maladie. Lui, il mentionne effectivement sur un CERFA maladie professionnelle ou sur comme je l'ai dit, sur une ordonnance libre en lien avec l'activité professionnelle. Ça n'est pas du tout interdit. Il ne sera pas, inquiété. La seule chose, c'est qu'effectivement, comme je le mentionnais, il ne faut surtout pas avoir de jugement de valeur ou de positionnement sur l'activité professionnelle. Un médecin traitant qui rédige un certificat en disant, syndrome anxio-dépressif suite à un harcèlement sur le lieu de travail, effectivement, l'employeur peut attaquer en disant mais ce médecin, sur un certificat, parle de harcèlement ou alors de dysfonctionnement professionnel avéré, etc. Non. C'est là que, le rédacteur du certificat peut être inquiété. C'est s'il dépasse effectivement une certaine limite et il va émettre des jugements de valeur sur des allégations du salarié, de l'assuré, sur l'activité professionnelle. Il faut qu'il se contente de soit cocher la case sur le CERFA et mentionner la pathologie, la lésion, ou alors sur ordonnance libre, mentionner une relation avec l'activité professionnelle. Vincent, on te laisse la parole. Un grand merci pour l'ensemble de vos réponses. Donc, on va pouvoir clore ce webinaire. 2 informations importantes avant de vous laisser. Donc, restez bien en ligne parce qu'en fait, le questionnaire de satisfaction va s'afficher automatiquement lorsque je vais mettre fin au webinaire. Donc, c'est important pour nous d'avoir vos retours pour améliorer nos événements et notamment si vous avez des idées de thèmes que vous souhaiteriez voir abordés, n'hésitez pas à nous les faire part. Il y a un champ libre en fin de questionnaire. Donc, ça prend vraiment 1 minute, mais c'est important pour nous. Et vous annoncez également le prochain événement donc dans notre série dédiée plus spécifiquement au SPST, mais pas que. Donc, il se tiendra le mercredi 30 avril à 11h et il portera sur notre subvention prévention des risques ergonomiques qui émane du fonds FIPU que vous devez connaître. Donc, subvention vraiment pour prévenir les TMS. Et on fera un focus sur le volet aménagement de poste, donc dans lequel les médecins du travail sont partie prenante. Donc, le 30 avril à 11h. Pour les SPST, vous aurez sans doute l'information par vos caisses régionales, vos interlocuteurs des CARSAT, CRAMIF, CGSS. Mais n'hésitez pas à le mettre à vos agendas d'ores et déjà. Écoutez, il me reste à vous remercier l'ensemble de l'équipe, bien sûr, merci à tous. Et puis, tous les participants pour votre participation active, vos nombreuses questions. Donc, on vous dit à très bientôt peut-être pour ce prochain événement. Merci à tous, bonne journée, au revoir. Au revoir.